Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projections, débats, animations et expériences digitales, parrainés par Michel Spiro et Pierre Richard, du 9 au 14 octobre 2018. Je m'intéresse à l'intelligence animale, voilà, donc ce qui est une façon, mais d'ailleurs on va en parler avec Sabrina, qui est une façon aussi de défendre les animaux, c'est-à-dire qu'on peut dire ils souffrent, c'est affreux ce qu'on leur fait, mais on peut dire aussi ils sont hyper intelligents et on est en train de massacrer une intelligence incroyable dont on a énormément besoin et c'est vraiment très dommage. Voilà, c'est le travail que je fais sur le site L'Animal et l'Homme, si ça vous intéresse, il y a plein d'infos là-dessus. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des singes médecins. Moi j'adore ce titre des singes médecins, avec Sabrina et Jean-Michel Krief. Donc Sabrina est primatologue pour le Muséum d'Histoire Naturelle et Jean-Michel est photographe. Tous les deux, ils ont une vie incroyable, vous allez voir, c'est hallucinant. Ils sont la moitié de l'année dans la jungle avec des chimpanzés. Ils ont une vie dont beaucoup de gens rêveraient, qui n'est pas toujours facile, ils vont nous la raconter. Et on va justement démarrer tout de suite avec leur parcours avant de rentrer dans le vif du sujet des chimpanzés. Alors, est-ce que vous pouvez déjà tous les deux nous expliquer comment vous en êtes arrivés à cette vie-là, à cette vie extraordinaire? D'abord les femmes, c'est normal. Voilà. On y va. Sabrina. Alors, on va avoir quelques photos qui vont pouvoir illustrer. Parce que là, vous avez de la chance, c'est que d'habitude, on a des photos comme on peut, mais là, c'est les photos de Jean-Michel, si vous voulez. Donc là, elle a quand même beaucoup de chance. On va avoir juste des photos de rêve. Juste, ne soyez pas étonnés qu'on fasse des signes comme ça, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir passer les diapos d'ici. Donc, on va faire des signes pour faire passer les images. Donc, ne pensez pas qu'on soit devenu fou à cause des chimpanzés. C'est juste qu'on s'adresse à la régie. Voilà. Oui, alors moi je suis vétérinaire de formation et à la fin de mes études vétérinaires, la dernière année, j'ai décidé d'aller vers un parcours un peu particulier, vers la faune sauvage en fait. Et on a donc décidé de partir 6 mois suivre un groupe de chimpanzés. Voilà, on a commencé, donc c'était en 97, on est parti au Congo pour suivre le relâché de chimpanzés orphelins dont les mères avaient été victimes du braconnage. Donc voilà, donc là c'est les premières photos que j'ai faites. On peut passer aux suivantes. Donc en fait, ce sont de jeunes chimpanzés dont les mères sont tuées pour récupérer les bébés et les vendre ensuite sur les marchés. Et donc l'association Help Congo avait recueilli une 50aine de chimpanzés et 6 d'entre eux étaient destinés à retrouver la vie sauvage, à retourner en forêt. Et ce sont évidemment des chimpanzés très jeunes qui théoriquement vivent encore avec leur mère, qui étaient donc destinés à retrouver la forêt. Voilà, on a croisé donc pour la première fois le regard des grands singes et on a rapidement été fasciné par eux et fasciné et un peu peut-être déstabilisé parce que ces chimpanzés ils sont un peu traumatisés en fait. Du fait de l'abandon de leur mère et on va jouer un petit peu le rôle de mère de substitution. Bon, moi je suis le pote un peu plus voilà et ça va nous marquer et quand on est rentré en France on va garder cette envie d'y retourner. Donc on vous confirme, hein, c'est bien nous à peu près 20 ans. Plus maintenant là. Non. Non, alors c'est une femelle adulte, Yoko. Alors c'est une histoire assez magique. Je crois que c'est la première photo que j'ai faite de chimpanzé quand on est arrivé. Et j'ai vu cette femelle arriver dans l'eau et marcher comme ça et pour aller se rapprocher des barques pour être nourrie. Et alors il s'est passé quelque chose de magique, c'est que elle est montée dans la barque. Alors moi j'étais dans une autre barque, donc j'avais pas peur. J'étais avec mon appareil photo et elle est montée dans la barque et je me suis dit oh là qu'est-ce qu'elle va faire, elle va se jeter sur Sabrina. C'était la première fois qu'elle voyait un chimpanzé et elle est juste montée dans la barque et elle a enlacé Sabrina pendant quelques secondes et puis elle est redescendue. Voilà, donc c'est cette... Sachant qu'un chimpanzé ça peut être très dangereux, donc c'était en fait, un signe on avait vraiment comme consigne de garder nos distances et théoriquement les chimpanzés n'aiment pas l'eau, donc ils rentrent pour recevoir leur ration mais pas jusqu'à la poitrine et pas en se dirigeant vers les barques. Et donc effectivement ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, une émotion intense. Bien que vétérinaire, on n'avait évidemment ni l'un ni l'autre rencontré ni côtoyé de chimpanzés et ce premier contact a été très très fort. Et puis on s'est vite rendu compte, enfin surtout Sabrina, qu'au début elle y est allée en tant que vétérinaire, donc
potentiellement pour soigner les chimpanzés. Et en fait, soigner un chimpanzé, c'est pas du tout comme soigner un animal. Il faut aussi, s'il n'est pas d'accord, vous le soignez pas. Elle s'est pris une grosse claque par une jeune femelle chimpanzé. Lapsus, en fait, Jean-Michel ne considère pas du tout les chimpanzés comme des animaux. Vous l'avez bien entendu. Donc voilà, donc ça a été, donc il fallait avoir des contacts complètement différents pour arriver à les soigner. Voilà. Donc ensuite, peut-être diapo suivante. Donc après ces 6 premiers mois assez extraordinaires où on en reparlera, mais les premières questions de recherche nous sont parvenues. On a rencontré d'autres chimpanzés. Cette fois-ci, on est parti en Ouganda, dans les forêts qu'on appelle les forêts des monts de la Lune, qui sont donc au pied des chaînes du Rwenzori, des forêts d'altitude. Où là vivent des chimpanzés sauvages pour poursuivre notre travail. Et c'était complètement différent alors pour Sabrina, mais aussi pour moi, parce que qui dit chimpanzé sauvage dit qu'on ne peut pas s'approcher si proche. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour faire des photos. C'est beaucoup plus dur à suivre, évidemment. Et c'est des communautés d'une cinquantaine de chimpanzés qu'on suit tous les matins, du réveil jusqu'au coucher. Et alors, c'est très fatigant, bien sûr. Mais par contre, on a des contacts avec ces chimpanzés. En tout cas, on arrive à les approcher à une vingtaine, trentaine de mètres. Et là, on voit des choses extraordinaires. Là, je vois qui c'est Elliot. Donc voilà, ça, c'est le mâle dominant de la communauté, Elliot. Voilà, donc voilà, et là il est hérissé, donc très vous pouvez constater que c'est pas tout à fait le même format que les premiers qu'on vous a présentés. Ouais. Donc on prend pas sur les genoux, lui. Elliot, le mâle alpha, est en train de faire une charge pour intimider. C'est absolument pas violent et c'est absolument pas contre nous, mais malgré tout c'est impressionnant. Donc ils ont la capacité de s'hérisser et de doubler de volume. Donc leurs poils, qui en plus sont longs parce que ce sont des chimpanzés qui vivent en altitude, font qu'ils deviennent vraiment très 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 impressionnants. Et quand on parle d'habituation, parce qu'on va peut-être utiliser ce terme, habituation, ça signifie nous faire accepter par les chimpanzés pour qu'on puisse les suivre. On n'interagit nullement avec les chimpanzés, on n'a pas de contact, on ne les nourrit pas, jamais. On les observe, on note leur comportement, enfin, elle note son comportement, moi je les prends en photo. Mais voilà, et en aucun cas on interagit. Donc donc en fait, c'est essayer de se faire accepter par les chimpanzés en tant qu'observateur, voilà, ou autre espèce. Et donc pour résumer notre parcours, c'est un parcours qui en fait nous lie tous les deux à la vie des chimpanzés depuis une vingtaine d'années. Et donc depuis 10 ans, plus spécifiquement, on travaille sur un groupe de chimpanzés, ceux de Sebitoli. Et les 10 années précédentes, on a travaillé sur le groupe voisin, ceux de Kanyawara. Et donc à Kanyawara, on a travaillé plus particulièrement sur la question de l'automédication. Voilà, alors on va arriver justement à ça, tout ton travail sur l'automédication et ce que moi j'appelle la culture médicinale ce qui n'est pas du tout scientifique, pardon, mais bon, la culture médicinale des chimpanzés, où tu as découvert des choses incroyables. Alors comment ça a démarré ça ? Comment est-ce que tu as commencé à découvrir ça ? Alors déjà dans cette forêt congolaise, on a pris conscience de l'incroyable diversité de la forêt, du nombre de plantes incroyables que les chimpanzés pouvaient consommer, puisque même si ces chimpanzés qui étaient orphelins avaient été nourris par des humains, ils ont été capables de s'alimenter tout seuls dès leur premier pas dans la forêt. Par contre, ils ont consommé plein d'aliments différents, plein de parties de plantes, des feuilles, des fleurs, des fruits, parfois des larves, vraiment une incroyable diversité. Et cette forêt tropicale, c'est partout dans toute l'Afrique en fait un hotspot de biodiversité. Et elle est une ressource indispensable non seulement donc pour les animaux, mais également pour les humains. Donc, diapo suivante. Qui s'en servent en fait à la fois comme lieu évidemment de vie, mais aussi pour trouver des ressources alimentaires, pour trouver des ressources médicinales. Et assez rapidement en fait, les assistants congolais me disaient c'est bizarre que les chimpanzés mangent ce fruit-là. Nous au village, on l'utilise pour traiter les diarrhées, pour traiter les douleurs, etc. Et donc je me suis interrogée, est-ce que ces chimpanzés qui ne connaissaient pas bien la forêt se trompaient
trompait? Est-ce que peut-être il risquait de s'intoxiquer? Et donc ça m'a mise en alerte et j'ai essayé de répertorier ce que me disaient les Congolais et de faire la part entre ce qui était alimentaire de potentiellement médicinal. Et donc là, après ces 6 premiers mois, je me suis précipitée dans les bibliothèques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, pour essayer de savoir ce qu'était un régime alimentaire normal de chimpanzé. Et j'ai découvert qu'il y avait déjà quelques prémices de recherche sur la médecine des chimpanzés, à savoir une première publication d'un Américain qui rapportait que les chimpanzés roulaient les feuilles dans leur bouche pour les avaler tout rond, et que ça leur permettait de se déparasiter. Et un autre, donc ça c'était Richard Mangam, et un autre chercheur, Mike Hoffman, qui décrivait que les chimpanzés mangeaient des tiges amères d'une plante qui s'appelle Vernonia amygdalina, qui était aussi connue par les populations locales pour traiter les parasites, et qu'à la suite de cette consommation, la femelle qu'il avait observée avait guéri. Et donc ces 2 personnes, ces 2 chercheurs, laissaient sous-entendre que peut-être les chimpanzés étaient capables de soigner. Donc ça m'a vraiment passionnée. Et je me suis dit que plutôt que de continuer à aller travailler dans les cabinets vétérinaires de région parisienne, j'aimerais bien tenter de faire de la recherche et donc de poursuivre. Ce qui m'a amené à faire une thèse, puis un post-doc. Et du coup à découvrir finalement que ces chimpanzés, donc, qui vivent en systèmes sociaux tout à fait particuliers, donc on parle depuis tout à l'heure de communautés, ce sont des chimpanzés qui se connaissent entre eux, qui ne vivent pas tout le temps entre eux, un peu comme les humains en fait. Le matin, ils sont avec... Ils sont plusieurs familles ? Voilà, en fait, la famille nucléaire, c'est la mère et ses jeunes. Il n'y a pas de paternité à proprement parler, puisque c'est une société multimâle, multifemelle, avec beaucoup d'accouplement entre les mâles et les femelles. Ils ne sont pas très fidèles, quoi. Voilà. D'accord. Bon. Et donc, la difficulté de notre travail, c'est de pouvoir suivre un individu et d'essayer de déterminer quand il est malade, s'il mange quelque chose de différent des autres individus. Voilà, et c'est là où le chercheur et le photographe se retrouvent, parce que ce qui est très intéressant... Crotte, on va pouvoir faire de la génétique et retracer ces arbres généalogiques. Donne-moi ta crotte et je te dirai qui est ton père. Voilà. Ça, c'est un joli slogan. C'est plein de poésie. Bon, on va revenir au travail de Sabrina. Et donc, sur les médicaments. Et donc, un des autres indices qui m'ont fait penser que ça pouvait être vraiment intéressant de travailler sur les plantes médicinales et les chimpanzés, plus spécifiquement que sur d'autres espèces animales, c'est que les travaux de Jane Goodall avaient montré déjà que les chimpanzés utilisaient des outils, et petit à petit, on découvrait de plus en plus qu'ils avaient des cultures, utiliser des outils, par exemple, pour aller manger des termites ou pour casser des noix, mais aussi des cultures qui n'étaient pas forcément des cultures alimentaires et pas non plus forcément avec des outils. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Par exemple, sur cette diapo, vous voyez un chimpanzé, donc Big Brown, qui fait la danse de la pluie. Et ça, c'est un comportement absolument incroyable. Donc les chimpanzés, quand l'orage s'abat sur la forêt, se mettent en bipédie, donc sur leurs 2 jambes, se balancent tout doucement, se hérissent, un peu comme tout à l'heure. Et c'est comme une sorte de charge, sauf que c'est très lent, c'est une sorte de ballet. Et c'est extrêmement dur à photographier, donc on a peu de... Très peu de photos là-dessus. Même en vidéo, on n'a pas réussi à prendre des vidéos. En fait, le problème, c'est que le plus souvent, ça se passe quand il commence à pleuvoir et que le ciel est très noir en général. Il fait extrêmement sombre. Alors, en plus, quand il pleut. Hein, c'est pas, voilà, il pleut vraiment. Donc, on est obligé de s'abriter rapidement, donc prendre des photos, et surtout que les chimpanzés, on ne sait pas où ils vont sortir, donc il faut qu'ils sortent devant. Donc voilà, sinon, et donc là j'ai eu un peu de chance parce qu'en fait il est arrivé à côté, mais par contre j'étais trempé au bout de quelques secondes. Sans parler de l'appareil photo qui quand même qui est un peu cher. Aussi, qui est trempé aussi. Ouais. Ça, les chimpanzés ils s'en fichent, hein, mais moi un peu plus quand même. Et on ne sait toujours pas la signification. Et donc voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que aujourd'hui on sait que c'est culturel parce que des groupes voisins c'est pas un comportement universel, et c'est ça qui définit une culture, c'est que c'est ni déterminé par la génétique, ni déterminé par l'environnement. Donc des groupes voisins peuvent avoir des pratiques différentes entre les 2 groupes. Et donc par exemple, les chimpanzés de Kanyawara pratiquent la danse de la pluie, mais leurs voisins ne la pratiquent pas forcément. Et donc sur cette base, je me suis dit que peut-être les chimpanzés, grâce aussi aux connaissances qu'on a de leur mémoire, etc., seraient capables d'associer un symptôme avec une plante particulière, et peut-être qu'ils auraient,
comme nous humains, une pharmacopée particulièrement riche et serait capable de différencier ce qui fait partie de l'alimentation. Donc là, vous voyez un jeune chimpanzé. Avec un beau chapeau. Parce qu'elle est belle cette photo, c'est incroyable. Au milieu de figues, en fait, des Ficus capensis. Et du coup, diapo suivante, de faire la différence avec ce qui pourrait être des plantes médicinales, et tout particulièrement quand ces parties de plantes sont consommées par un individu qui est malade. Donc là, c'est un Phytolacca dodecandra, donc une plante qui est utilisée localement pour traiter le parasitisme, que les chimpanzés consomment rarement. Et quand ils les consomment, on a souvent une association avec des maladies. Alors la photo d'après. Et en fait, une des choses les plus importantes et intéressantes que j'ai pu découvrir pendant mes travaux de thèse, c'est la consommation par macaque qu'on voit ici en train de manger donc, du Trichilia rubescens, qui sont des feuilles que j'ai pu analyser et qui possèdent des propriétés antipaludiques. Et ce chimpanzé, en fait, quand on a découvert la consommation de cette plante-là, avait une entorse, boitait très très fortement. Tous les autres chimpanzés du groupe sont allés manger dans un ficus. Et lui est resté au sol et toute la journée n'a mangé que des feuilles très très amères, quelques feuilles donc de Trichilia rubescens. Et là, j'ai découvert que ces feuilles-là étaient utilisées localement comme analgésiques, donc vraiment contre la douleur. Donc au départ, on n'était pas parti sur la piste du paludisme, mais dans mes travaux de thèse, en fait, j'essayais de tester différentes cibles, donc des virus, en particulier par exemple le virus du sida, ou bien donc, des parasites digestifs, des parasites tels que le paludisme, parce qu'on sait à quel point les chimpanzés sont proches de nous et qu'on se disait que peut-être en plus de découvrir ces incroyables capacités que pourraient avoir les chimpanzés de se soigner, on pourrait aussi peut-être trouver des plantes utiles pour la médecine humaine. Et grâce à Makoku, finalement, on a trouvé 2 molécules qui sont extrêmement actives contre le paludisme, contre l'agent du paludisme, bien plus que les substances de référence qu'on utilise dans les laboratoires. Donc ça veut dire que grâce aux singes, tu réussis à identifier des molécules pour des futurs médicaments pour les humains. Voilà, donc de cette façon, en fait, on a montré qu'il y avait au moins une quinzaine de plantes que les chimpanzés utilisaient assez rarement, et tout particulièrement quand ils semblaient fatigués, abattus, etc., qui avaient des propriétés anti-palud, qu'une partie était partagée par les communautés locales, donc que les villageois utilisaient aussi. On a trouvé des plantes à activité anticancéreuse, des plantes à activité antiparasitaire, et vraiment en suivant un chimpanzé parce qu'il était malade et qu'il avait des symptômes. Après, pour être honnête, les labos s'intéressent un petit peu moins aux plantes anti-palud qu'une crème pour maigrir ou autre chose comme ça. Parce que les plantes anti-palud, qui a besoin de traitement anti-palud, ce sont les personnes qui ont un peu moins de sous. Donc voilà. Ouais, et pourtant elles sont des milliers. Enfin, c'est une maladie terrible. Voilà. Des millions, ouais. Des millions, pardon. Ouais. Donc, bon. Mais c'est ça qui est terrible aussi. D'accord, bon. Et maintenant, alors, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ton travail, ou est-ce qu'on peut attaquer le côté plus pessimiste, je dirais, de la soirée ? On a un petit peu de temps, si tu avant d'attaquer le dur, je vais dire. Donc en fait, ensuite, l'autre partie qui est vraiment, qui aujourd'hui m'occupe beaucoup, c'est d'essayer de comprendre comment ce savoir est venu aux chimpanzés. Est-ce que c'est vraiment comment ils se le transmettent aussi. Voilà. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est-ce que d'abord c'est vraiment quelque chose qui est appris et si oui, comment c'est appris et comment ça se transmet. Donc ce qui nous fait penser que c'est bien appris, c'est que quand on regarde le nombre de fois où un chimpanzé observe un autre en contexte alimentaire ou en contexte de consommation de plantes médicinales, c'est complètement différent. Donc vraiment, la consommation d'une plante pour laquelle on trouve des propriétés médicinales attire l'attention et la curiosité des autres chimpanzés. Ils viennent se coller à 3 cm de la bouche du consommateur, essaye parfois d'en prendre un petit morceau et on voit vraiment qu'il y a un modèle qui est le chimpanzé d'âge mûr de 25 à 30 ans qui semble être la référence pour ceux qui sont autour. C'est pas les bébés avec les mamans, c'est plutôt... Alors il semble vraiment que ça se poursuive bien au-delà, donc il y a probablement quelque chose qui se passe déjà avant la naissance. C'est pour ça que pour ma
part, je pense que c'est pas du tout inné. Donc si la mère consomme en fait des plantes très amères, puisque c'est a priori sur cette base-là que les chimpanzés sont capables de détecter une plante qui est toxique, mais aussi qui peut soigner, puisque en fait ce signal de toxicité, théoriquement, fait que l'animal arrête tout de suite, parce que c'est très amer ou astringent, de la consommer. Et là, en fait, il faut dépasser ce goût très, très désagréable pour continuer à en consommer un petit peu et donc obtenir des bénéfices. Et donc, il y a probablement chez le fœtus un goût particulier. On sait par exemple chez les humains qu'une mère qui consomme de l'ail, quand son enfant va naître, si on fait sentir au bébé de l'ail, il ne va pas forcément être dégoûté, alors qu'une mère qui n'aura pas consommé d'ail aura un bébé qui, lui, par contre, va plutôt avoir tendance à tourner la tête et à ne pas vouloir du tout consommer du lait, par exemple, avec un goût d'ail. Donc on sait qu'il y a une perception par le fœtus de ce que la mère consomme. Et ça laisse à penser que probablement il y a déjà une imprégnation de substances qui potentiellement peuvent soigner et qui font que le jeune chimpanzé va goûter, même si le goût est désagréable, une plante et peut-être en ressentir les bienfaits et donc poursuivre cette consommation. Donc il y a probablement de l'apprentissage individuel avec parfois des erreurs, etc., mais aussi un très fort apprentissage social. Et l'autre chose qui nous permet de penser qu'il s'agit bien d'une culture, c'est qu'il y a des plantes qui sont extrêmement abondantes dans l'environnement et que, comme on le disait tout à l'heure pour la danse de la pluie, certains groupes consomment et d'autres ne consomment pas, alors que les plantes sont disponibles. Et ça, c'est le cas, par exemple, pour des fleurs qui ont des propriétés antibiotiques et pour lesquelles nos chimpanzés de Kibale ne consomment pas les fleurs, alors que les voisins en consomment. Donc ça nous laisse vraiment à penser qu'il existe une culture médicinale qui se transmet et qui reste au sein d'un territoire, qui est donc le territoire de la communauté en question. C'est incroyablement passionnant. Alors, donc on va arriver au côté plus triste de la chose, c'est que, comme pour beaucoup de choses en ce moment, on découvre ce que je vous disais tout à l'heure, depuis une trentaine d'années, des choses incroyables sur les animaux au moment où ils sont en train de disparaître, en pleine 6e extinction. Donc, vous vous êtes rendus compte tous les deux, étant sur le terrain, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, des multiples dangers que rencontrent ces chimpanzés. Oui, et puis on s'est rendu compte, en fait, et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on travaille avec les chimpanzés. Au bout de 10 ans, on s'est dit quand même, les chimpanzés sont en train de disparaître, et nous on vient travailler, on repart, on vient travailler, on repart. Et à un moment, on s'est dit, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et est-ce qu'on va pouvoir les laisser disparaître sans qu'on fasse rien et sans qu'on essaye en tout cas de faire quelque chose à notre petit niveau? Alors, on n'était pas les premiers évidemment à faire des choses, mais en tout cas pour les chimpanzés d'Ouganda et les chercheurs que l'on croisait, les chercheurs étaient très très focalisés sur leur boulot et pas tellement à la sauvegarde de l'espèce en Ouganda. C'était le cas dans d'autres pays. Mais je pense c'est pour ça que votre action est très importante. On va en parler après de votre action. Déjà, est-ce que vous pouvez donc nous décrire les différentes menaces finalement que rencontrent ces pauvres chimpanzés? Un chiffre alarmant. Hein. On va voir tout à l'heure le travail de Jane Goodall, mais depuis ses premiers travaux, donc 50 à 60 ans, on sait que 70% des populations de grands singes, donc grands singes, ce sont les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans, avec donc 2 espèces de chimpanzés, le chimpanzé commun qu'on a vu là, et le bonobo, 2 espèces de gorilles de l'Ouest, gorilles de l'Est, et 3 espèces d'orang-outans aujourd'hui, 2 espèces à Sumatra, 1 espèce à Bornéo. Ces 7 espèces de grands singes sont toutes menacées d'extinction dans les 20 à 30 prochaines années. Ça veut dire que peut-être qu'il en restera quelques individus dans les forêts, mais les populations ne seront plus viables. Il y a déjà plus de la moitié des populations d'orang-outans qui ne sont plus viables, c'est-à-dire qui comptent moins de 100 individus qui sont isolés et qui ne peuvent plus échanger de gènes avec les autres et qui sont donc voués à l'extinction. Donc même s'il nous reste quelques individus, quelques centaines de chimpanzés ou de gorilles par-ci par-là, ce ne sera pas viable. Et donc, l'une des principales menaces qui pèsent sur les chimpanzés aujourd'hui et sur tous les grands singes et tous les animaux qui partagent leur écosystème, la forêt tropicale, c'est la perte d'habitat, la déforestation, pour l'exploitation forestière, mais aussi, donc là c'est par exemple une
médecine humaine qui menace les chimpanzés dans l'endroit où on vit. Les écorces que vous voyez sont des écorces de Prunus africana qui sont utilisées principalement en Europe pour traiter les problèmes de prostate. Et beaucoup en France. Et beaucoup en France. Donc c'est de la phytothérapie. On n'a pas montré que c'était... on ne connaît pas les molécules qui sont responsables de la soi-disant activité, mais il y a une demande extrêmement forte des labos de phytothérapie en France qui s'approvisionnent du coup d'écorces qui sont complètement illégalement coupées dans des parcs, puisque nous on est dans une aire protégée, et ça fait des ravages, parce que vous voyez que pour récupérer l'écorce, on coupe un arbre qui fait 40 mètres de haut, et c'est pas un arbre, c'est des centaines d'arbres. Et aujourd'hui, dans le parc où on travaille, pratiquement tous les Prunus africana ont été coupés, alors que les labos pensent que ces écorces viennent d'exploitation, de plantation. Donc ça, c'est pas du tout le cas. Alors ça, c'est déjà une des premières luttes. Et puis peut-être dire à nos amis dans la salle de ne pas acheter de meubles en teck, en bois tropical, etc. Oui, alors... Parce que ça aussi, on est tous les premiers à trouver que le bois tropical, tout le monde dit c'est très bien, là, pour votre terrasse, c'est beaucoup mieux. Non, il faut acheter du bois français, quoi. Tout simplement, on a des très bons bois en France. Voilà, un bon bois en chêne, ça marche. Il faut aussi savoir qu'une des réserves principales de bois tropical, c'est le bassin du Congo. Dans ce bassin du Congo, la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on n'a pratiquement aucune certitude pour aucun bois venant du Congo de RDC qu'il a été coupé légalement. La première destination de ce bois, c'est la Chine. La deuxième, c'est la France. Et souvent, le bois qui va en Chine revient en France sous forme de bois transformé. Donc évidemment, éviter d'utiliser du bois tropical, ou si on en utilise, d'utiliser du bois qui possède un label, donc par exemple le label FSC, Forest Stewardship Council, qui théoriquement garantit l'origine de ce bois, qui vient d'une concession qui est gérée de façon durable, pour lesquels les ouvriers, les personnes qui travaillent dans l'exploitation ont accès à des dispensaires, ont accès à des animaux d'élevage, et donc théoriquement ne braconnent pas, avec une extraction des essences qui est sélective et qui ne fait pas des coupes rases. Bon, enfin quand même, rien ne vaut le bois français, si je puis me permettre. Mais du bois français aussi, bien sûr, mais au moins on ne met pas en danger certains animaux, quoi. Exactement. Alors il n'y a pas que ça, malheureusement. Sur la photo suivante, on voit une autre... Ils n'ont pas que la déforestation, je crois. Ouais, alors là, en fait, c'est aussi quelque chose qui est utilisé localement, donc dans le parc, qui est un poivre sauvage. Et donc là, on pourrait se dire, c'est juste du poivre, c'est pas grave, c'est une plante herbacée. Le problème, c'est que c'est une plante herbacée grimpante, et que pour récupérer ce poivre, il coupe l'arbre sur lequel la liane pousse, et donc ça contribue aussi à la déforestation. En fait, dans cette photo, on est arrivé à cet endroit dans la forêt et on a entendu un petit peu de bruit, donc on savait que c'était une activité humaine, donc on s'est un peu dépêché et on a deux personnes ont lâché le sac et ont couru, et on a trouvé ça juste après. Donc ça, c'est pour vous montrer des exemples à l'intérieur d'une aire protégée, dans un parc national où il y a des rangers et où nous, on est actifs. On a une équipe de 25 personnes sur le terrain, sur 25 km². Donc vous imaginez dans des zones où la forêt n'est pas une aire protégée et où il n'y a pas des chercheurs qui sont là au quotidien. Sur la photo suivante, en fait, on voit que... là, il y a 10 ans, c'était la forêt des chimpanzés. Et en fait, une des premières causes d'exploitation, de destruction de l'habitat, en fait, et de coupe de la forêt tropicale, c'est l'agriculture. L'agriculture intensive, bien sûr, pour la monoculture. Pas forcément l'agriculture de ces villageois, mais cette photo, je trouve, est assez symbolique de l'effet catastrophique qu'ont les coupes rases, puisque cette femme qui essaye de planter se trouve obligée d'arroser alors qu'on est dans une forêt d'altitude qui théoriquement est extrêmement humide. Et donc on se retrouve avec des aberrations. Et sur la diapo suivante, une des aberrations, c'est que du coup, les chimpanzés sortent de parcs et de la forêt pour aller piller les plantations des villageois qui... Ils mangent du maïs, oui. Donc vous voyez, c'est pas normal. Comme la plupart des animaux, comme les éléphants, etc., ils n'ont plus rien à manger, quoi. Donc on se retrouve dans des situations de conflit absolument terribles, puisque les gens sont extrêmement pauvres, dépendent de cette agriculture, et en plus se font piller par la faune sauvage, qui est censée être protégée. Protégée pour qui ? Protégée
pour les chercheurs et pour les touristes, puisque eux n'ont plus le droit de pénétrer dans ce parc qui est donc destiné à la faune. Et on leur demande de ne pas chasser, de ne pas éloigner les animaux par des mesures violentes, alors que leur quotidien, c'est simplement d'essayer de trouver des ressources pour manger et des petites ressources économiques pour vendre. Ça, tu me disais, c'est une maison. Voilà, donc ce jeune garçon vit là toute l'année. C'est sa maison, ils habitent dans la plantation de maïs, parce que non seulement ils sont pauvres, mais aussi parce qu'ils doivent faire fuir les éléphants, les chimpanzés et les babouins qui viennent pour piller leur maïs. Ouais, cette photo, elle est terrible. Alors moi, chaque fois que je la vois, ça me... Parce qu'en fait, le gamin, on a été le voir, on a voulu comprendre, on lui a posé des questions, donc il nous a expliqué avec ses parents, avec son père qu'on va voir après. Et je lui ai juste demandé, est-ce que je peux te prendre en photo dans ta maison ? Il m'a dit oui, attends, je vais enlever ma casquette et je vais mettre mes bottes. Voilà. Et c'était pour lui quelque chose de... Voilà. Alors, il a été fouillé dans sa maison pour trouver ça. Il était content, je le prends en photo. Et je trouve ça terrible. Donc évidemment, aujourd'hui, ce qui apparaît vraiment très clairement, c'est que ce système de parc national n'est pas du tout un système viable et qu'il ne permettra pas de sauver les grands singes, ni le reste de la forêt et des animaux, et qu'il faut bien évidemment repenser la conservation avec les populations locales et qu'il faut vraiment que ce soit pour eux un moyen de gagner de l'argent. Donc une partie d'entre eux, par exemple, trouvent des emplois grâce à nos projets, mais c'est complètement insuffisant. Donc il faut essayer de repenser ces zones-là, et on en reparlera un peu plus tard autour de la question de l'agriculture. Mais une autre chose absolument incroyable, c'est qu'on est dans un parc national, donc les chimpanzés à l'extérieur sont présents, mais par contre, à l'intérieur du parc, on a des routes bitumées. Donc ça aussi, c'est carrément aberrant. Bah oui. Un chimpanzé qui traverse la route, franchement, c'est aberrant. Et le plus aberrant, c'est que donc l'année dernière, on a commencé à avoir des engins qui arrivaient dans le parc et que cette route va être élargie. C'était une double voie et aujourd'hui, ça devient une 2x2 voies, donc une autoroute qui traverse l'endroit au monde qui est le plus densément peuplé en chimpanzés. Donc qui est et la biomasse de primates également la plus forte au monde. Donc le nombre le kilo de singe le plus important au monde. Voilà, donc le kilo de singe le plus important au monde est dans cette forêt-là, et on a quand même fait une route qui coupe le parc. Alors on va passer à la... Et là, c'est... Alors, on est toujours dans une autre menace. On est toujours dans les menaces, donc la déforestation, les infrastructures, l'agriculture, etc. Et bien évidemment le braconnage. Donc ici, dans le parc où on est, le braconnage est un braconnage qui ne vise pas les chimpanzés. On est dans une des rares zones d'Afrique où les chimpanzés ne sont pas consommés pour leur viande. Mais par contre, des pièges sont posés pour attraper du petit gibier. Et donc les chimpanzés, on peut voir la diapo suivante, perdent des bras, mais aussi des pieds. Alors, cette photo, elle est terrible parce qu'en fait, ce chimpanzé-là a perdu un pied, alors que d'habitude à cet âge-là, il est complètement indépendant. Enfin, il suit sa mère, et sa mère a recommencé à le reporter à nouveau. Et 2 ans après, il a perdu son 2e pied. Oh là là. Voilà. Et ce chimpanzé qui s'appelle Max vit toujours et il se déplace sur les genoux. Voilà. Donc imaginez déjà de monter dans un arbre. Alors imaginez de le monter comme ça, c'est... Voilà. Donc ce sont des câbles de vélo qui sont utilisés comme des collets que les chimpanzés gardent pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce que leurs membres tombent, en fait, pour ceux qui survivent. Mais évidemment, il y a une partie d'entre eux qui en meurt. Diapo suivante. Je vous disais que théoriquement, les chimpanzés dans la zone ne sont pas consommés, mais malgré tout, une de nos chimpanzés a été retrouvée rôtie dans la maison d'un ouvrier du thé. Donc, on est dans une zone où il y a beaucoup de plantations de thé. Et donc, cette chimpansée, en fait, probablement a été tuée pour être consommée, vendue.
Et là, on voit aussi que le fait qu'il y ait de plus en plus de mouvements de population entraîne que les cultures changent. Donc probablement les Ougandais de la région ne les consomment pas, mais il y a des réfugiés rwandais, des réfugiés congolais, et donc il semble qu'il y ait de plus en plus une demande de viande de brousse. Et aujourd'hui, on sait que la consommation de viande de brousse est très loin de diminuer, et il faut savoir que les derniers chiffres semblent montrer qu'il y aurait 5 tonnes de viande de brousse qui arrivent à Roissy par semaine. À Roissy et en Belgique aussi. Donc là, il y a un article que vous pouvez regarder sur Internet là, récemment, dans le Paris Match Belgique, qui a découvert en fait qu'il y avait une quantité énorme de viande de brousse qui arrivait également sur les aéroports belges. Donc, on en reparlera, mais c'est une des raisons qui nous fait penser qu'on a aussi notre rôle à jouer ici pour essayer d'arrêter ces trafics. Et le trafic de jeunes chimpanzés, ceux même dont on vous parlait, qui ont été relâchés en forêt, existe toujours et est en pleine augmentation. Les chimpanzés et les orang-outans sont vendus pour des parcs animaliers peu recommandables en Asie ou en Europe de l'Est parce que c'est très amusant de se faire prendre en photo avec un bébé chimpanzé et évidemment quand il grandit c'est plus compliqué à garder, donc il y a un turnover énorme et il y a une demande sans cesse plus importante de jeunes chimpanzés de la part de ces pays. De toute façon, il y a un trafic sur les selfies avec des bébés animaux sauvages qui est terrible. Voilà, et les faux, etc. Cet été on a encore l'exemple absolument incroyable de la Chine qui a demandé pour 2 de ses zoos d'avoir 8 ou 10 chimpanzés, des bonobos, des okapis. Or, on sait très bien que ça n'existe pas en élevage et qu'il n'y a pas de parcs zoologiques qui ont ces animaux. Donc cette demande a été faite à la République démocratique du Congo. Ça a été mis à jour, donc finalement, a priori, l'échange n'a pas eu lieu, parce que théoriquement, c'est complètement interdit, hein, ils sont intégralement protégés, le commerce est interdit, mais les Chinois disaient que ce ne serait pas un exemple, un achat, donc pas du commerce, mais qui ferait juste un échange, et donc ça n'entrait pas dans les problèmes soulevés par la CITES. Donc encore beaucoup d'aberrations au niveau international. Et puis après, une autre menace dont vous êtes rendu compte sur le corps carrément des singes alors. Oui, alors en fait, donc on a 25% des chimpanzés qui souffrent de mutilation, donc qui n'ont pas de mains, pas de pieds, mais en plus on a environ 30% des chimpanzés qui ont des malformations faciales. Donc ici, c'est Kiara, une femelle d'un certain âge, au moins 40-45 ans, qui a un bec de lièvre et qui, en plus, n'a aucun cycle sexuel de reproduction. Donc chez les chimpanzés femelles, c'est assez facile, hein, on se rend compte du cycle parce qu'elles ont un gonflement de la zone génitale. Or, donc Kiara et d'autres femelles, au moins 2 autres femelles de la communauté qui en compte 80, n'ont pas de cycle sexuel. Sur la diapo suivante, on peut les passer plusieurs. Donc là, c'est Aragon. Alors, c'est d'avant, ouais, c'est pas grave. Vous voyez qu'il n'a pas de nez, oui. Il a le nez complètement enfoncé. Celle d'après. Donc là, pareil, en fait, le nez est complètement enfoncé. Et en fait, on a fait des études génétiques. Les crottes nous servent à ça aussi. Et on a pu montrer que non seulement il n'y avait pas des lignées de chimpanzés, c'était pas un mâle qui produisait des malformations de ce type-là. On aurait pu penser qu'il y avait une mutation et que c'était une malformation génétique. C'est pas le cas. On a pu aussi montrer qu'il n'y avait pas de consanguinité, parce qu'on aurait pu aussi penser qu'à cause de l'isolement, de l'agriculture autour, de la route, peut-être que ces chimpanzés étaient consanguins. Ce n'est pas le cas. C'est congénital, donc les bébés naissent comme ça. Il n'y a pas de croûte, il n'y a pas d'infection. Et donc la seule, pour l'instant, hypothèse qui nous reste, c'est celle des pesticides. Donc sujet très tabou. En France, et sans doute ailleurs aussi. Et donc on revient dans notre champ de maïs et donc à nos villageois et nos fermiers qui donc plantent du maïs, qui est du maïs OGM, ce qui d'ailleurs est très compliqué pour eux parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent acheter à chaque fois les semences en ville. Ils ne peuvent pas reproduire leur maïs. Ça leur coûte très cher. Ça leur coûte très cher.
De plus, donc ils pulvérisent ce maïs, vous voyez, avec des produits qui leur sont le plus souvent donnés, dont ils ne connaissent ni la composition ni le dosage. On leur donne parfois le mode d'emploi, mais comme ils savent pas lire et qu'ils n'ont pas de moyen de mesurer la dose qu'ils vont diluer, ils n'ont pas d'eau d'ailleurs non plus. Ils n'ont pas de protection. Sans protection. Et donc en discutant avec les fermiers, plusieurs m'ont dit nous, de toute façon, le maïs qu'on plante, c'est du maïs rouge. C'est assez facile, on a besoin de moins pulvériser d'engrais parce qu'il pousse bien. J'étais assez étonnée qu'ils décrivent du maïs rouge. Et en fait, en allant en ville et en demandant du maïs, effectivement, le seul maïs que j'ai trouvé, c'était du maïs enrobé. Sur le sac dans lequel il était vendu, rien n'était indiqué, à part hybride H540. Et donc, j'ai fait analyser ce maïs, et c'est un enrobage d'imidaclopride, donc le fameux néonicotinoïde tueur d'abeilles. Donc ce maïs, et tout le maïs qui est planté autour, puisqu'il n'y a absolument rien d'autre de disponible, est un maïs OGM, enrobé de néonicotinoïdes, et qui plus est pulvérisé de produits phytosanitaires. En essayant de faire des analyses du sol, des sédiments des rivières, des cours d'eau, etc., y compris la chair des poissons, on a trouvé donc des doses effectivement très importantes d'imidaclopride, mais aussi du DDT, du chlorpyrifos, et sur le thé, on bombarde allègrement de glyphosate. Donc l'eau des rivières qui coule dans le territoire des chimpanzés, qu'on a pu collecter l'année dernière, etc., est un cocktail d'au moins 13 pesticides. Donc j'ai contacté ma collègue, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler, Barbara Demenex, qui est professeure aussi au Muséum national d'histoire naturelle et qui travaille sur les perturbateurs endocriniens. Elle utilise un modèle qui sont des petits têtards, qui ont la particularité d'avoir l'axe thyroïdien qui est fluorescent. Et donc on peut voir si une substance stimule ou au contraire inhibe l'axe thyroïdien. Et ils ont aussi un modèle qui travaille sur les œstrogènes, donc toute la chaîne de molécules responsables de la reproduction. Donc on a mis ces têtards à grandir en élevage dans l'eau des rivières qu'on a collectées. Et là, on s'est rendu compte que les têtards, effectivement, avaient des perturbations de l'axe endocrinien, avaient aussi des perturbations de l'axe des œstrogènes et avaient des malformations de la tête. Donc on a beaucoup de suspicions sur en fait les causes de ces malformations chez nos chimpanzés. Qui plus est, en posant des pièges à caméra de vidéo de surveillance dans la forêt, une quinzaine de pièges, on a pu voir que les babouins sont aussi atteints. Donc on a un groupe d'une cinquantaine de babouins sur ces 50 à 60 babouins. Pratiquement la moitié ont des malformations faciales aussi, avec des nez, des narines entre les yeux. Et enfin, dans le village d'à côté, les enfants ont des choses bizarres. Par exemple, il y a un gamin qui a 24 doigts. Il y a des micro-pénis, des retards mentaux, une petite fille qui a un œil ici. Voilà, et on ne s'alerte pas. Et on est encore ici en France à se demander si... mais Monsanto est content, donc tout va bien. Les gamins qui naissent sans bras, sans mains, est-ce que ça peut être dû aux pesticides ou pas ? Oui, est-ce que le glyphosate n'est pas bon pour la santé ? On se demande encore. Voilà. Donc je pense que si les chimpanzés nous ont montré qu'ils étaient capables d'utiliser des plantes médicinales, je pense qu'ils peuvent aussi nous montrer qu'il y a vraiment à s'inquiéter et que ce sont des sentinelles pertinentes pour nous aussi, parce qu'on a beau dire que peut-être c'est finalement les gens qui fument ou les gens qui boivent de l'alcool ou les médicaments qui font qu'on observe ces choses-là. En tout cas, on est certain que les chimpanzés ne fument pas et ne boivent pas. Et ils prennent des médicaments, mais a priori pas chimiques. Donc voilà, c'est, je pense, aussi un moyen de prendre conscience que nos plus proches parents ont un rôle aussi à jouer dans ce système d'alerte. Et du coup, vous avez décidé de faire une action forte avec une pétition que j'espère tous nos amis dans cette salle vont pouvoir signer dès ce soir, dès la fin du film. Alors, en fait, localement, on essaye de mener des actions déjà. Ah pardon, oui, je suis un peu vite. On va accélérer. Mais donc, on essaye de travailler avec les communautés locales. Donc, par exemple, on a créé des barrières de ruches pour essayer d'empêcher les éléphants d'aller manger. Oui, parce que les éléphants ont peur des abeilles.
Ouais, voilà. Par contre, évidemment, on a un peu de problème parce que comme les champs ont des néonicotinoïdes, les abeilles ne sont pas hyper vives, mais voilà. Évidemment, on enlève les pièges dans la forêt. On a récupéré 700 pièges en 2 ans, donc c'est énorme. Hein. On a une équipe de choc qui tous les jours cherche les pièges. Et puis, donc vous voyez que dans certains cas, comme Kazinga qui avait un piège au pied, on tente de les endormir, mais c'est extrêmement difficile parce que quand vous essayez d'endormir un chimpanzé, son réflexe, c'est évidemment de grimper dans un arbre quand il a peur et qu'il a mal. Et donc, il monte à 40 mètres de hauteur. Et s'il s'endort à 40 mètres, il faut ensuite être capable de le récupérer. Il rebondit de branche en branche. Et quand il faut essayer de le récupérer en dessous avec une bâche, c'est pas évident. Là, je peux vous dire que c'était vraiment la frayeur de notre vie. En fait, on était avec Norin Chai, le vétérinaire de la ménagerie, qui était venu pour l'occasion. Et on avait donc des fusils pour les endormir. Et Norin nous dit le chimpanzé, on va le flécher et au bout de 30 secondes, il va s'endormir. Donc on aura le temps de se placer. 3 minutes, vous avez Il avait dit oui, entre 3 secondes et 3 minutes. Donc on a dit OK, on va se placer. On avait tout prévu, les gars, avec les. Et en fait, à peine il a lancé sa fléchette, on a entendu BAM et le chimpanzé est tombé tout de suite. Donc là, on avait les jambes qui tremblaient. On se demandait ce qui allait arriver à notre chimpanzé. Heureusement, il était toujours sont super costauds. vivant. Ils sont vraiment costauds. Et puis voilà, on a pu un petit peu. Et donc c'est Kazinga, que d'ailleurs vous avez peut-être pu voir sur la photo géante qui est magnifique au centre. Photo de Jean-Michel Krief, vous avez dû voir en arrivant là. Voilà, et donc il a tout à fait bien récupéré. Aujourd'hui, il boite un peu moins, mais il a toujours une plaie importante, une blessure importante, mais il va beaucoup mieux. Et puis évidemment la recherche, donc on va pouvoir les enchaîner pour aller un peu plus vite. La recherche est un moyen aussi de mener des actions, la sensibilisation auprès des enfants. Dans les écoles. Donc on essaye aussi de leur permettre de connaître ces chimpanzés, de faire en sorte que petit à petit ils arrivent à venir aussi eux dans le parc pour les découvrir autrement que dans les champs et de vraiment découvrir ces êtres fabuleux que sont et de leur dire en fait, parce que souvent ils nous posent la question, ils nous demandent quand on commence à aller dans les écoles, ils nous disent mais pourquoi vous venez en Ouganda, vous n'avez pas de chimpanzés, vous n'avez pas d'éléphants? Alors là, on est un peu ridicule en disant non, nous on les a tous tués déjà, on a tout tué déjà en biodiversité, donc on n'a plus rien. Non, mais on leur explique que c'est un patrimoine extraordinaire que d'avoir des chimpanzés, des éléphants, des babouins dans leur forêt et qu'il faut faire très attention pour les sauver. Et un des objectifs aussi, c'est de travailler avec l'UNESCO et en particulier de faire reconnaître les cultures qui, localement, montrent à quel point les gens sont conscients de cette proximité avec les chimpanzés et les grands singes de façon générale. Donc nous, il nous a fallu la génétique, il nous a fallu 50 années de recherche pour comprendre que les comportements étaient des comportements absolument incroyables, qu'il y avait des cultures, etc. La plupart des gens qui vivent au contact des chimpanzés les reconnaissent comme des cousins proches et certaines ethnies ont des cultures qui permettent de les protéger, comme c'est le cas en Ouganda, en République démocratique du Congo pour les bonobos ou encore dans certaines zones de Guinée. Notre objectif, c'est bien sûr d'essayer de développer l'agriculture bio autour, donc essayer d'avoir une ceinture verte autour du parc, de façon à ce que les locaux ne pâtissent pas des pesticides. Et des glyphosates. Voilà, et évidemment aussi pour la faune sauvage. La suivante. Et enfin, donc, comme tu le mentionnais, on est persuadé qu'on a notre rôle à jouer ici aussi. Et donc, on a lancé cette pétition, mais aussi lancé un cri d'alerte qui a été publié dans Le Monde, grâce aux porte-voix que sont soit les personnalités politiques ou encore les acteurs. Et donc, Nathalie Baye est une extraordinaire ambassadrice de ce message. Et on a aussi découvert chez Laurence Parisot une motivation très forte à protéger les animaux et tout particulièrement les grands singes. Et donc aujourd'hui, on veut vraiment souligner le fait que par nos actes, par notre consommation, on peut changer les choses. Donc nous, citoyens, en faisant attention aux produits, donc pas seulement le bois, mais aussi le thé. Vous avez vu le thé qui vient d'Ouganda. Si c'est du thé bio, commerce équitable,
on fera beaucoup pour la protection des espèces, mais ça vaut aussi pour le cacao, pour le café. Donc en choisissant des produits qui sont cultivés de façon durable et équitable, on agit vraiment. Et bien sûr, il faut que ce soit porté par les gouvernements, et en particulier cette stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, dont on parle depuis un petit moment. Si elle pouvait être appliquée et mise en œuvre au niveau donc, du gouvernement, ce serait un point très positif. Mais il faut aussi que chacun d'entre nous se bouge et achète en fonction de ça. Bien sûr, mais il faut aussi si on veut que les politiques bougent, il faut que chacun d'entre nous bouge. Et à disposition et être conscient de ça. Donc bien sûr, vous êtes tous sûrement au courant de la question de l'huile de palme. Donc c'est aussi quelque chose de très important parce que maintenant toutes les forêts asiatiques sont pratiquement finies, mais ça arrive en Afrique. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut essayer de réduire ça. Et enfin, parce que ici c'est aussi un festival de cinéma, on a aussi envie de rappeler que les chimpanzés ne sont pas des animaux faits pour les distraire sur les plateaux de télé ou dans les films, et que présenter des chimpanzés de façon habillée, ridicule, etc., ça dessert extrêmement la cause. Non seulement ici, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte du coup que les chimpanzés sont menacés, mais aussi en Afrique, parce que nos assistants, aujourd'hui, ils ont tous Facebook, ils ont tous Internet, et quand ils nous voient, quand on leur dit qu'on n'a pas besoin de chimpanzés en France et qu'il faut arrêter de tuer les mères pour vendre des bébés sur le marché, on nous croit pas, parce que ici. Mais ils nous disent, en fait, ils nous disent, vous les chimpanzés, vous en avez en France, mais vous les habillez et ils vivent avec vous. Ce sont des acteurs, ils sont dans les films. Donc voilà, c'est extrêmement contre-productif. Et je pense qu'il y a vraiment un ça, vous avez contacté le CSA qui, a priori, s'est un petit peu engagé là-dessus. Voilà, le CSA, avec Arnaud Klarsfeld et Mathieu Ricard, on a envoyé une lettre au CSA pour dénoncer une saisine, le cas donc, de cette chimpanzée, Tibi, qui est utilisée dans beaucoup d'émissions, et tout particulièrement donc, avec Laurent Baffy dans ce cas-là. Et le CSA a répondu qu'il ferait en sorte que la chaîne n'utilise plus les animaux de cette façon-là. Et là aussi, chacun d'entre nous, il y a des enfants dans la salle, on peut juste ne pas jamais aller dans un cirque où il y a des animaux, par exemple. Voilà. Et ça, puis, c'est un truc pas très compliqué à faire et c'est déjà énorme. Faire savoir quand il y a des films style Pattaya qui sortent que c'est vraiment pas bien d'utiliser les orang-outans, de les habiller, etc. Et que c'est pas comme ça qu'on doit présenter les animaux sauvages. Et pour finir, donc, 2 rendez-vous. Vous êtes tous conviés largement le 22 octobre au Sénat. Les grands singes seront au Palais du Luxembourg. Donc on organise un colloque qui porte sur les thèmes dont on vient de parler, avec à la fois des ONG, mais aussi donc, Jules et Yves Coppens qui nous feront l'honneur d'être là. Surtout qu'au Sénat, ils n'ont pas l'habitude, donc c'est bien qu'on vienne leur parler de ça. Voilà. Exactement. Donc on aura, a priori, on espère, des sénateurs et des députés à l'écoute. Formidable. Et puis, un repas de gala qu'on organise au Muséum avec la Fondation pour la Nature et l'Homme. Donc, ce n'est pas forcément vous, chacun d'entre vous, qui pourrez participer, mais si jamais vous avez dans votre entourage des grosses sociétés ou des amis qui ont des sous, voilà, les chimpanzés. Vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Et donc c'est une soirée caritative dont les bénéfices vont à notre projet et donc permettront d'aider nos équipes de lutte anti-braconnage et pour la mise en place du projet d'agriculture biologique. Voilà, et c'est une aide directe à un projet, donc c'est pas c'est pas pour faire. Et puis de signer la pétition. Vous avez marqué la note. Signez bien la pétition. Sinon, aussi. Il y a aussi moyen de nous aider via la plateforme Helloasso. Et là, on a aussi donc, ces 2 projets qui ont directement besoin de soutien, l'agriculture bio et la lutte anti-braconnage. La pétition à signer. Et puis, voilà, merci au soutien actuel. Merci de ce que vous faites, parce qu'ils se bougent beaucoup et je pense qu'il faut vraiment les applaudir parce qu'ils font des choses formidables, vraiment. C'est pas si fréquent que les chercheurs ou les photographes s'engagent autant, donc bravo, et j'espère que tous les chercheurs et tous les photographes s'engageront autant que vous parce qu'on en a besoin.